Parce que si les gens ne s'approprient pas leur réalité, toute action entrepreneuriale qu'on va venir greffer autour d'une réalité, d'un besoin, c'est une action entrepreneuriale qui va finir par échouer. C'est Asma Tiani, je suis universitaire, consultante dans le champ de l'entrepreneuriat social et de l'économie sociale et solidaire depuis plus de 15 ans maintenant. Et je suis cofondatrice et présidente du Centre marocain des études et de recherche sur l'entreprise sociale. Je suis consciemment active dans le champ de l'entrepreneuriat social depuis 2010 à peu près. C'est un concept que j'ai découvert dans le cadre d'expériences de terrain, auprès d'une structure universitaire française où on faisait en fait de la recherche-action dans les quartiers, dans la banlieue parisienne. En essayant d'accompagner des femmes entrepreneurs de quartier dans le montage de leur entreprise. Et puis j'ai découvert ça comme ça en me disant mais ça c'est de l'entrepreneuriat qui a du sens. Je me suis dit pourquoi ne pas avoir une structure qui veille au Maroc, qui veille sur la promotion de l'entrepreneuriat social au Maroc, en commençant par notre environnement de proximité, en essayant un petit peu d'abord de caractériser ce concept localement au niveau du contexte marocain, en essayant un petit peu parce que la tradition en fait de solidarité, le vouloir agir de manière responsable, je crois que c'est dans l'ADN du Marocain. Et moi j'en étais plus ou moins convaincue et je m'étais dit pourquoi ne pas finalement essayer de caractériser ce concept localement, de voir un petit peu quelles sont les initiatives qui peuvent être attachées à l'entrepreneuriat social, essayer un petit peu de voir à quoi elles ressemblent, quel est leur dénominateur commun et comment on peut finalement nous acheminer vers une définition purement, je dirais, customisée, propre à nous, de l'entrepreneuriat social. Donc en 2011, on a lancé avec une bande d'universitaires amis et convaincus comme moi de l'importance d'agir dans ce sens. Donc on a lancé un master relatif au management des entreprises sociales. Et par la suite, en 2012, on a co-créé le Centre marocain des études de recherche sur l'entreprise sociale. Alors, le CMERES, c'est quand même une structure qui a commencé d'abord par cette ambition dont j'ai parlé à l'instant, relativement à la caractérisation de l'entrepreneuriat social, l'identification d'abord des initiatives pouvant être attachées à l'entreprise sociale, sachant que au Maroc, on a en fait un contexte qui restitue peu ces initiatives concrètes. Donc on a pratiquement le terrain qui avance beaucoup plus vite que la restitution de terrain. Et donc nous, on s'est attaché un petit peu à observer les initiatives sur le terrain, à vouloir essayer de les caractériser pour dire finalement l'entrepreneuriat social c'est quoi? C'est quoi globalement et c'est quoi au Maroc? Bien sûr, on a repéré des défauts de caractérisation qui sont énormes. Et donc on a pas mal publié des travaux validés par les pairs relativement justement à la caractérisation du champ. Ensuite, on s'est progressivement acheminé vers l'action elle-même en faisant en fait, en accompagnant des projets à fort impact. Bizarrement, on a plus travaillé à Tanger, Casablanca, Bni Mellal, Salé Rabat qu'Efes dans un premier temps. Donc c'était
c'est dire combien finalement c'est une structure qui est d'envergure nationale. Et progressivement, on s'est focalisé sur les réalités locales. Donc on est aujourd'hui, disons, accompagnateur de l'initiative nationale de développement humain dans sa phase 3. Donc des projets, on agit dans l'axe 2. Dans une province, on agit au niveau de l'axe 2 seulement, l'appui à l'entrepreneuriat des jeunes, et dans une autre province, on agit sur 2 axes, l'appui à l'entrepreneuriat des jeunes et l'économie sociale et solidaire, où on fait de l'accompagnement à la fois pré-création et post-création pour des jeunes entrepreneurs, essentiellement des entrepreneurs de nécessité, pour essayer de les aider à créer des structures entrepreneuriales viables qui pourraient les insérer durablement dans le milieu du travail. Et on continue de produire des travaux au niveau justement de l'entrepreneuriat social, d'économie sociale et solidaire. Les problématiques, on a par exemple travaillé sur les problématiques de travail décent dans les coopératives. On a travaillé sur l'impact de la Covid sur les coopératives, les problématiques de résilience des organisations d'économie sociale et solidaire, de la généralisation du préscolaire via justement la promotion des unités préscolaires, des start-up, d'entreprises sociales dans le préscolaire. Et aussi on agit dans le champ du plaidoyer, puisqu'on a initié pas mal d'actions au niveau local. On a notamment conduit un diagnostic territorial structuré, suite auquel on est parti en fait d'un constat. Lors des dernières élections, on a essayé un petit peu de sensibiliser les élus à l'importance d'introduire l'économie sociale et solidaire dans leur programme politique. On s'est rendu compte que les élus ne savaient pas de quoi on parlait au juste. Et d'où la question, on revient toujours à la question de caractérisation. Il faut absolument qu'aujourd'hui, quand on parle d'entrepreneuriat social, quand on parle d'innovation sociale, quand on parle d'économie sociale et solidaire, il faut que ça renvoie chez tous et toutes à la même chose. Ça, c'est un vrai problème au Maroc. Moi, dans mon parcours, on va dire que j'ai mené deux vies. Une vie avant que je ne sois initiée à l'entrepreneuriat social et une vie d'après. Le déclic chez moi s'est opéré simplement parce que peut-être c'est l'audit lui-même qui m'a un peu acheminé vers ça. Parce que ayant enseigné, pratiqué l'audit, j'ai pratiqué l'audit sur moi-même. Moi, je suis de ceux qui, quand ils dorment le soir, ils se posent des questions. Qu'est-ce qu'ils ont fait de leur journée? Est-ce que j'ai blessé quelqu'un? Est-ce que tout ce que j'ai fait de ma journée, c'était du positif, etc. Et en me posant cette question régulièrement, en m'auditant régulièrement, je me suis rendu compte que finalement, est-ce que c'est ça être utile à la société? Est-ce que c'est faire ce que je fais? C'est ça être utile à la société. Et j'ai compris que ça l'était peut-être, mais partiellement. Et que s'il faut que je laisse une empreinte autour de moi dans les milieux dans lesquels j'opère, il fallait absolument que peut-être je change de trajectoire de vie, ou plutôt de trajectoire professionnelle. Et donc en fait, c'est plutôt moi le déclic pour moi, je crois que c'est la quête du sens. La quête du sens, j'ai cherché à donner du sens aux actions que je fais. Et c'est à partir de là que j'ai trouvé que je ne peux être plus impactante en recherche, par exemple, qu'en faisant de la recherche utile. En enseignant qu'en faisant de l'enseignement utile. Et je vais expliquer ces concepts plus tard. Et qu'en agissant dans l'action, qu'en agissant utilement. Faire de la recherche utile, c'est en fait traiter les problèmes qui sont utiles pour la société et qui peuvent résoudre la société. Et aujourd'hui, les thèses que j'encadre
au niveau de l'université sont des thèses justement qui versent dans cette utilité. Ce sont des thèses qui soit traitent de la base de la pyramide économique, les stratégies de la base de la pyramide économique. Ce sont des thèses qui vont être par exemple orientées vers la finance inclusive. Ce sont des thèses qui vont s'orienter vers l'entrepreneuriat ou l'innovation sociale et l'économie sociale et solidaire bien entendu. Voilà ça, ceci par rapport à la recherche utile. Pour l'enseignement utile, c'est en disant ok, on ne va pas réinventer la roue. C'est-à-dire quand on enseigne les sciences de gestion, on va pas, la finance reste la finance, le management reste le management. Mais en fait, à la fin de chaque enseignement, je dédie un chapitre ou deux, avec des études de cas à la clé, à justement la mise en place ou la praticabilité des enseignements dans les organisations hybrides, globalement. Qu'est-ce que j'appelle une organisation hybride? Sans la nommer entreprise sociale, parce que ça peut être aussi un social business, c'est en fait une organisation qui a une double mission économique et sociale. Alors chez le Marocain moyen, moi je vais commencer par la communauté que je connais le plus, la communauté étudiante. La communauté étudiante, malheureusement, quand on a commencé à parler, nous, d'entreprise sociale, alors juste pour, entre parenthèses, moi, dans une autre vie, j'étais plutôt auditrice et financière. Donc j'ai été à fond dans des problématiques concrètes qui consistent à faire gagner plus d'argent à l'entreprise classique. Voilà, je viens de là. Et j'ai un historique à l'université qui atteste que j'ai été effectivement, j'ai entretenu un profil d'universitaire consultante dans cette trajectoire-là. Et quand à un moment donné, j'ai initié avec mes collègues la création de ce master, tout le monde me disait « mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu es plus, pourquoi parler de stratégie de la base de la pyramide BOP ?» En fait, je disais BOP, mais c'est quoi ce BOP? Stratégie de la base de la pyramide économique, s'intéresser aux pauvres, créer de la valeur pour les pauvres, régler des problèmes de société, etc. Et les gens autour de moi ne comprenaient pas pourquoi je m'orientais vers ce champ-là. Et on a souffert dans ce master, malgré le fait qu'on était une équipe quand même de professeurs qui étaient reconnus pour leur discipline, pour leur sens de l'engagement, etc. et leurs compétences. On a commencé à voir les meilleurs profils qui montent de la licence s'orienter vers des masters d'audit, de finance, de contrôle de gestion, plutôt que vers le master, notre master. Et en fait, moi, j'avais apostrophé la phrase qui était récurrente entre les étudiants qui disaient « مشيتي لذاك الماستر وهذاك هي الماستر السوسيال هذاك هي السوسيال ». C'est comme si en fait c'est une tare que d'aller vers ce social, etc. Donc déjà on continue et ça continue parce que de la même manière qu'on dit à l'étudiant ou à l'élève qui passe son bac, il faut que tu ailles faire médecine, c'est un peu la même chose. Il faut, au niveau de l'université, dans les filières qui sont les nôtres, les étudiants étaient plus orientés vers le contrôle de gestion. Enfin, ça cheminait naturellement. C'était une marque de réussite que de se faire accepter dans des filières contrôle de gestion, finance, etc. Alors que une filière comme la nôtre, elle était prédestinée à ne pas prendre les meilleurs. Pourquoi? Parce qu'elle avait cette orientation sociale et parce que quelque part, on travaillait plus rapidement quand on est finance, contrôle, gestion ou audit que quand on a une spécialité d'entrepreneuriat social ou management des organisations sociales. Sachant en fait que moi, personnellement, j'insistais beaucoup sur le fait de leur dire écoutez, le 21e siècle, c'est un siècle du capitalisme inclusif. Et que, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, ou qu'elles le veuillent ou non, les organisations, les entreprises même les plus virulentes quant à la recherche du profit, aujourd'hui commencent à parler le langage de l'inclusion. En disant, on a des entreprises, des multinationales qui s'orientent vers le social business, on a plein d'entreprises
de manière convaincue ou simplement pour faire du greenwashing, s'orientent vers la responsabilité sociale des entreprises, etc. Et donc aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le social devient déterminant. Donc, donc il y avait disons un stéréotype sur le social et qu'est-ce qu'il peut apporter. Et donc justement, les étudiants qui sont les managers de demain étaient en désaffection par rapport à ce social-là. Ce sont des choses qui commencent à changer. On a aujourd'hui des clubs universitaires qui sensibilisent à l'entrepreneuriat social et à l'intérêt d'entreprendre socialement. On a des structures disons des structures permanentes au sein de l'université qui sensibilisent à l'intérêt de l'entrepreneuriat social. Par exemple, nous, au niveau de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, nous avons un centre qui est Student Entrepreneurship Center, Markaz al-Talib al-Muqawil, où on sensibilise justement les étudiants globalement à l'entrepreneuriat, mais en fait, on fait passer des messages qu'entreprendre aujourd'hui, il faut le faire avec du cœur, et non pas sans cœur. Et que voilà, c'est intéressant de le faire. Et on leur amène, en fait, à chaque fois, on leur amène des speakers, des guest speakers, on leur amène des rôles modèles qui parlent de leur expérience, etc. Dans une tribune qui s'appelle Meet the Entrepreneur. Mais à côté de ça, au niveau de l'université globalement, nous avons des start-up week-ends, nous avons également au niveau de l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah introduit, enfin ça a été introduit il y a 3 ans, le statut national d'étudiant entrepreneur qui est piloté par la Cité de l'innovation, qui fait un travail formidable pour ce qui est justement de repérer les étudiants entrepreneurs potentiels et de les acheminer vers des expériences entrepreneuriales intéressantes, en les incubant sur place et en leur cherchant en fait des financements potentiels. Alors maintenant, si on sort dans la société, bien sûr il y a beaucoup de confusion, hein. Il y a énormément de confusion. Il y a beaucoup de gens qui croient aujourd'hui que l'entreprise sociale est une association. Donc ça, ils sont sur des croyances comme celle-ci. Il s'agit absolument de faire un travail de fond. Et une structure comme le CMERES ou d'autres associations qui travaillent dans le champ sont amenées à faire beaucoup d'actions de sensibilisation pour essayer un petit peu de faire en sorte à ce que les gens bascule vers une compréhension beaucoup plus, on va dire, plus juste de ce qu'est l'entreprise sociale, de comprendre que une association est un statut juridique qui agit dans le aid et non pas dans le trade, et que l'entreprise sociale fait et dans le aid et dans le trade, et que pour pouvoir continuer à servir des causes à fort impact social, il faut plutôt être dans le aid and trade. Donc voilà. Vous avez parlé des étudiants, et c'est vrai qu'il y a des clubs qui les poussent vers l'entrepreneuriat social, etc. Mais vous ne pensez pas qu'avant de pousser un étudiant vers l'entrepreneuriat social, d'abord il faudrait le sensibiliser aux besoins sociaux? Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, on va parler des étudiants, que des étudiants, parce que quand même c'est la plus grande majorité des jeunes aujourd'hui, sont en déphasage avec ce qui se passe dans leur environnement au niveau social et surtout dans leur territoire. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de sensibilisation aux besoins sociaux et à l'engagement social? Tout le monde, enfin, tout l'écosystème doit, notamment l'écosystème institutionnel. Et à cet écosystème institutionnel, j'ajouterais la société civile, les actions de société civile. Ils doivent plutôt, au lieu d'être dans le mimétisme, parce que c'est ce qui se fait aujourd'hui dans l'écosystème, que ce soit par les acteurs institutionnels, que ce soit par la société civile, on trouve que tout le monde s'oriente vers la même chose, essayer de... il n'y a qu'à voir les programmes institutionnels qui existent aujourd'hui. On a Força Indash, etc. L'Indash 3 a commencé. Il a été tout de suite, il a été relayé par d'autres programmes qui font la même chose que l'Indash. Donc 1 et plutôt 3, et ça c'est un petit peu, je dirais, pas triste, mais je dirais un peu problématique, puisque finalement on sert un aspect et pas l'autre. Donc on commence tout de suite à proposer des financements à des jeunes pour qu'ils entreprennent,
socialement ou autrement, hein. Mais on oublie que est-ce que ce jeune il a besoin d'entreprendre pour pouvoir être actif? Est-ce que ce jeune n'est pas fait pour faire autre chose? Est-ce que ce jeune se connaît lui-même? Et donc le jeune, moi je crois qu'il y a plus, on fait des propositions pour des entrepreneurs comme si en fait les entrepreneurs existent déjà. Alors qu'il y a ce maillon en fait de la sensibilisation qui fait défaut. Ce que personnellement je fais dans mes enseignements, et j'imagine que d'autres collègues dans des spécialités comme la mienne font pareil. Moi je commence toujours par animer un module, un enseignement de design thinking pour mes étudiants, pour les amener à être empathiques. Donc, je ne peux connaître les besoins de ceux qui m'entourent si je ne développe pas de l'empathie. Donc, ta'atuf, c'est une dimension extrêmement importante qui peut initier l'activité entrepreneuriale, mais si elle ne le fait pas, elle va au moins créer un citoyen sensible aux problèmes de cette société. Alors, à mon avis, relativement à la question de l'écosystème et ce qui lui manquerait pour qu'il fonctionne mieux, parce qu'on va dire que maintenant il fonctionne plus ou moins, mais pour qu'il puisse fonctionner correctement, à mon avis, l'écosystème devrait d'abord se connaître lui-même. L'écosystème de l'entrepreneuriat social, de l'innovation sociale au Maroc ne se connaît pas lui-même. Les structures qui se réclament de l'entrepreneuriat social et de l'innovation sociale agissent dans leur coin et croient que c'est eux, il n'y a que eux qui font ça. Ils sont les premiers à le faire. Ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Il y a énormément aujourd'hui, au jour où on en parle, il y a énormément d'initiatives dont peut-être personne n'a parlé et qui existent et qui ont de l'impact et qui sont extrêmement, légitimes dans le contexte dans lequel elles agissent. Aujourd'hui, l'écosystème doit se connaître. Il faut aller repérer les initiatives, aussi petites soient-elles, dans tout le Maroc, les repérer, les connaître, essayer de voir un peu quelle est leur singularité et dans quelle mesure elles peuvent, et justement, si elles sont petites, dans quelle mesure on peut les répliquer, on peut leur faire changer d'échelle, etc. Donc il faut d'abord que l'écosystème se connaisse. En faisant cela, en se connaissant bien, l'écosystème va essayer de se structurer. Donc, il faut qu'il se structure. En essayant d'agir dans la complémentarité et non dans l'exclusivité ou l'exclusion. C'est-à-dire que si moi je suis bon à sensibiliser, je vais faire ça. Pourquoi j'irai plus à fond dans le process ou plus en aval dans le process? Je fais la sensibilisation comme il faut, je la fais très bien, je suis applaudie pour ça, mais je vais la faire. Et on va venir à chaque fois me voir, à chaque fois qu'il est question de sensibilisation. Il y en a qui sont beaucoup plus bons dans la restitution. Ils vont restituer et ils vont le faire très très bien avec les règles de l'art pour que les travaux qui ressortent de cette restitution soient connus et validés par les pairs et qu'on n'ait pas de problème pour les valider et qu'ils puissent être lus partout dans le monde et que nos expériences dans notre pays puissent rayonner ailleurs et être visibles ailleurs et qu'elles soient prises pour des bonnes pratiques à dupliquer ailleurs. Et autre élément très important, ceux qui font de l'action, qu'on les aide à changer l'échelle de leur activité pour qu'elles impactent, elles agissent très bien, ces initiatives, on va faire en sorte à ce qu'elles puissent agir plus et qu'elles soient plus impactantes. Et pour cela, il faut qu'elles changent d'échelle, qu'elles grandissent. Et pour qu'on puisse les doter aussi de moyens, etc. Et les injections financières devront être faites, on sache exactement, si on a envie d'augmenter la sensibilisation, on va injecter les fonds dans la sensibilisation. Si on a envie de faire plus dans l'action et de faire évoluer l'action, de lui faire changer d'échelle, etc., on va agir, orienter les fonds dans le financement des actions, des actions impactantes, etc. Et puis si on a envie, et tout ça, ça doit, disons, d'injecter des fonds dans la restitution, on va le faire pour nous donner un peu plus de visibilité. Et à mon avis, l'écosystème doit être vu dans le cadre d'une logique holistique globale
et systémique. À la fin, Madame Toufna, après plus d'une décennie. Alors, côté enseignement, moi, j'ai un grand enseignement que j'ai capitalisé à travers toutes les actions que je mène, soit dans l'action, soit dans la sensibilisation, soit dans la restitution. D'abord, côté action, le Marocain est porteur d'énormément d'idées. Et aujourd'hui, il faut comprendre que les populations qu'on croit être dans le besoin et qu'on croit que c'est nous qui allons faire le design de leur vie, de leur business model, s'ils ont des activités génératrices de revenus ou des activités entrepreneuriales dans l'informel, etc., sont là simplement pour simplement consommer ce qu'on leur donne. On se trompe grandement. Le Marocain étant porteur d'idées, même le plus vulnérable des Marocains, il est extrêmement, créatif, innovant. Et c'est pour cela qu'à mon avis, tout ce qu'on sort toutes les propositions qu'on peut faire sont des propositions qui devraient être faites dans la co-création et la co-construction. Agir, c'est sur ça qu'il faut intervenir pour pouvoir provoquer l'action et une action qui va durer. Parce que si les gens ne s'approprient pas leur réalité, toute action entrepreneuriale qu'on va venir greffer autour d'une réalité, d'un besoin, c'est une action entrepreneuriale qui va finir par échouer. Parce qu'il n'y a pas eu de l'appropriation par les concernés eux-mêmes. Je crois que l'appropriation, c'est aussi un maître mot. Donc moi, mon appel, c'est un appel à la co-création, un appel à la co-construction avec les communautés eux-mêmes, quelles que soient les poches de vulnérabilité qu'on est en train de traiter à travers notre action d'innovation sociale.